Dimanche 5 avril 2026, bonjour à toutes et à tous, excellente fête de Pâques et bienvenue dans votre journal des régions. À la une, vous le verrez, la fête de Pâques est une occasion pour eux de retourner aux sources. Ces natifs du centre du pays, partis faire fortune dans les zones forestières, s'organisent de façon assez spéciale pour les grandes retrouvailles annuelles. De Lakota à Boaké, nos équipes les ont suivis, on en parle en début de journal. Et nous ferons un tour dans cette édition dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à la découverte de la lutte traditionnelle, à la fois sport, culture et rite social. Cette pratique ancestrale continue de faire vibrer même les jeunes générations. Comment préserver son authenticité? Réponse dans quelques instants. Au sommaire également, zoom dans l'Indenier Duablin sur une femme qui s'illustre de façon particulière sur le terrain de la pisciculture. Salimata Diakité, c'est son nom, excelle dans l'élevage des poissons. Malgré les nombreux défis, elle bénéficie d'ailleurs du soutien d'organismes internationaux. Son portrait dans ce journal. Actualité oblige, on ouvre ce journal avec les nouvelles de la Pâques 2026, moment de victoire pour la communauté chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ, également des instants de réjouissance et surtout des retrouvailles dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Cette année encore, la célèbre fête de Pakino, comme on l'appelle en pays baoulé, tient toutes ses promesses entre retour en terre natale et projets de développement. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui profitent donc de la ferveur de Pakino pour participer aux activités familiale, c'est également l'occasion de régler les conflits et organiser les mariages. Pakino, on le disait à l'instant, grand moment de retour au Bercail. À quelques jours donc de ces retrouvailles, les voyageurs ont mis sur pied une logistique assez spéciale. À Kripoko, village de la sous-préfecture de Lakota par exemple, des convois ont été organisés pour regagner le Vébaoulé. L'objectif étant d'éviter les longues files d'attente dans les gares routières. De Kripoko à Boaké en passant par Botro, Diabo ou encore Bodokro, notre reporter Soro Corona a suivi pour vous quelques inconditionnels de Pakino. Regardez. Depuis les années 70, les populations du centre de la Côte d'Ivoire ont migré vers les zones forestières pour faire fortune dans la production du binôme café-cacao. Chaque année, ces producteurs quittent les villages d'accueil pour un retour massif au Bercail. Moment choisi pour ce retour aux sources, la période pascale, appelée aujourd'hui Pakino. Kwaku Alphonse, planteur à Kripoko, village du département de Lakota, profite du traditionnel Pakino pour regagner son village natal. Cette année, il se rend un peu plus tôt pour mieux préparer l'arrivée de ses enfants au village. Un convoi est prévu à cet effet. Avant l'embarquement du convoi, Alphonse dit au revoir et donne les dernières consignes avant son départ. Depuis 30 ans, je n'ai jamais loupé Pakino. Cette année encore, j'y vais. Je vous dis au revoir, prenez soin de la cour, des champs, évitez les palabres. Ce convoi pour éviter la fatigue des longues files d'attente dans les gares routières. Les cars, c'est un peu fatigant parce que se déplacer, arriver à Lakota, avant d'aller s'aligner, prendre les cars, pour sortir à Lakota, en tout cas, c'est un peu difficile. Quand on sort là-bas tardivement, en tout cas, c'est pour prendre les derniers cars là, pour arriver là-bas tardivement. C'est pour cette raison-là qu'on a dû faire le convoi ici. Le convoi est plus profitable, effectivement, parce que, en tout cas, là, ça rentre jusqu'ici, ça vient nous chercher, et puis monter, descendre, c'est pas trop ça. Ça te prend directement à arriver là-bas. Kwame Nestor, ne pouvant pas effectuer de déplacement cette année, se réfère à ceux qui retournent dans son village d'origine pour des commissions à sa mère. Cette année-là, moi, j'ai eu un programme qui a été un peu dérangé. Je ne pourrais pas participer. Mais je dis bon voyage à tous mes frères et sœurs, tous les parents qui y vont, et que la fête soit belle. De sorte que l'année prochaine, moi, j'ai prié Dieu d'avoir les moyens. J'ai donné quelque chose pour ma maman qui est au village, et aussi la contribution pour les réunions. Le contrôle du paiement des transports, la montée et le rangement des bagages terminés, place à l'embarquement. Kwaku Alphonse embarque avec sa femme pour Boaké. 6 heures de route pour allier Kripoko à la gare de Diabo à Boaké. À l'arrivée, les lieux sont bondés de monde. Sur place, chacun se dirige vers les véhicules de son village. Tous heureux d'arriver à Boaké sains et saufs, à bon port et en un temps record. Le voyage s'est correctement bien passé, puisqu'on n'est pas quitté là-bas tôt, mais nous sommes arrivés en tout cas dans la paix. En tout cas, ça a été bien. Présentement, nous allons chercher à rentrer maintenant
au village pour croiser les autres frères. On a trouvé que les convois sont plus rapides. On a quitté le village aujourd'hui à midi. À 18h, nous sommes à Boaké. Ça me permet d'organiser l'arrivée des enfants pour une grande réunion de famille. Je suis vieux. Il est temps de venir rester au village. C'est l'objet de la réunion de cette année. Après Boaké, c'est aux environs de 20h que Nguessan Hubert arrive dans la cour familiale dans son village à Boutro. Il est venu cette année avec un projet de retraite. Je suis venu avec une daba et une machette pour faire un champ d'igname et mettre de l'anacat dedans pour mes vieux jours. La quota n'est pas chez moi. Je prépare mon retour au village. Hubert est accueilli par ses parents. En basse-côte, il n'y a rien. Donc on a de la forêt. Il est venu, en tout cas, moi je l'ai appelé à ce qu'il vienne cultiver au village. Parce que quand ils viennent comme ça, on n'a pas à manger. Il faut qu'ils viennent au village et puis ces enfants vont quitter en basse-côte pour venir rester avec nous au village. Vous voyez, les enfants ne connaissent pas le village. Par convoi ou par les embarquements dans les gares, un retour au bécail pour tous. Personne ne veut se faire compter ces moments de retrouvailles et d'échanges familiaux. Et pour une fête de Pâques réussie, il a fallu bien sûr adopter plusieurs mesures de sécurité, dont l'usage de l'extincteur. À tout moment, un incendie peut arriver et tout ravager en quelques secondes. Pourtant, un simple extincteur peut faire toute la différence. Mais entre supermarchés, entreprises et automobilistes, qui en dispose réellement? Notre reporter Charles Tatouf a fait le tour pour vous dans la ville de Boaké pour voir en réalité qui sait se servir de cet outil de sécurité indispensable. Madame, monsieur, bienvenue d'en savoir plus. Équipement de première intervention en cas d'incendie, l'extincteur peut stopper rapidement des flammes qui surviennent brusquement. Il fait donc partie du dispositif de sécurité. Un outil de sécurité souvent sous-estimé. Courant décembre, pratiquement vers mi-décembre 2025, j'effectuais un voyage sur Fergué pour une course personnelle. Mais malheureusement, je dirais qu'il y a une situation qui nous est arrivée entre Niakara et Kanaolo. Bon, malheureusement, ça a été une situation d'incendie. Le véhicule a vraiment pris feu. Mais on a constaté que quelques bonnes volontés ont voulu apporter de l'assistance à cette situation d'incendie qu'on vit avec le cas qui a pris feu. Mais malheureusement, tous ceux qui ont essayé de nous apporter de l'aide avaient leur extincteur vraiment arrivé à date de péremption. Quand tu pompes, au lieu que ça devienne de la mousse, mais ça venait en eau. Dans les véhicules de transport et dans les voitures personnelles. De même, dans les surfaces commerciales et devant les bureaux, on le trouve partout. En somme, dans les lieux où peut se déclencher un incendie suite à une négligence ou à un problème technique. Il y a une dame, et puis la dame a eu un problème, la voiture a pris feu. Les jeunes étaient en train d'essayer d'éteindre le feu avec du sable et tout ça. Et étant au lavage, je les ai aperçus, je suis sorti avec mon extincteur, je leur ai remis, ils ont secoué, ils ont essayé d'éteindre le feu, d'autres extincteurs sont venus. On a réussi à maîtriser l'incendie ce jour-là. Mais est-ce que cet appareil portatif de sécurité est-il vraiment utilisé? Et disons que les extincteurs, il y a trois sortes d'extincteurs. L'extincteur à eau, l'extincteur à poudre et puis l'extincteur à CO2. Voilà. Donc, en fonction du type d'extincteur, il y a les sources de feu on doit les utiliser. Et donc ici, vous voyez que nous sommes en face d'un local technique électrique. Ici, c'est l'électricité qui arrive, qui alimente tout ce bâtiment. Donc, s'il y a un départ de feu ici, on ne peut pas utiliser n'importe quel extincteur, parce que ça sera un départ de feu causé par l'électricité. Donc, c'est forcément le CO2 qu'on doit utiliser. C'est pourquoi vous voyez qu'à l'entrée de ce local technique, il y a un extincteur estampillé CO2. Certains conducteurs et opérateurs économiques ne peuvent pas s'en passer, le considérant comme un allié indispensable. Chez nous, on en a une quinzaine pour le site. Et il y a une société, dont je vais taire le nom, qui est en charge de l'entretien chaque 3 mois. Parce que gérer un stock aussi important sans mesure de sécurité, c'est pas prenable. Quand on dit que le plateau technique est bien à un niveau élevé, ça veut dire qu'il y a une installation électrique derrière. C'est une installation industrielle en tant que telle. Et
pour ça, il faut que la sécurité incendie soit de mise. Ils ont fait les SSI, les systèmes de sécurité incendie. Ça, c'est au niveau des salles. Et puis maintenant, au niveau des bâtiments, les locaux techniques et autres, on a installé les extincteurs. Cependant, d'autres affichent une négligence inquiétante. Il y a un véhicule qui avait fait, après, si la voie de Belleville, un bar, il partait piner les sorties. Ça a pris du feu. Il a sorti ça, venu les sauver ça. Donc, en sauvant là, ça c'est fini. Bon, il était prêt pour acheter aussi, comme il a été au garage, il n'a pas encore payé aussi. Mais il va payer aussi. Oui, je connais l'insertion. Bon, pour le moment, je n'en avais pas, mais c'est très important dans le véhicule. Et ça peut sauver des vies aussi. Les conséquences d'un incendie sont parfois dramatiques. Le feu joue un rôle important dans la vie des humains. Il n'est pas un incendie, mais l'incendie, lui, est un feu qui échappe à tout contrôle. Il est destructeur, donc dangereux. On s'intéresse à présent au nouveau marché de la ville de Kong, un édifice qui vient mettre fin aux conditions précaires de vente d'une bonne centaine de commerçants dans le Tchologo. Il s'agit pour les autorités régionales et municipales d'améliorer l'organisation urbaine, l'hygiène et la fluidité de la circulation dans la ville de Kong. Boubacar Silla, Kader Sogodogo. Implanté sur un site stratégique avec 113 magasins, une infirmerie, un château d'eau et des toilettes, le nouveau marché de Kong reste l'une des infrastructures d'échange les plus modernes de la région du Tchologo. Chaque jour, des centaines de commerçants y écoulent vivres, produits manufacturés, vêtements et denrées de tout genre. Grand merci à nos autorités. Tous les commerçants qui étaient sur l'ancien site ont eu une place pour exercer leurs activités. C'est sécurisé et il y a beaucoup de commodités. La construction du marché sur une superficie de 2,5 hectares vise à décongestionner le centre-ville de la commune de Kong et à réorganiser le commerce urbain. Entre modernisation et enjeux sociaux, la délocalisation du marché ouvre une nouvelle page de l'économie locale. Une transition suivie de près et dans laquelle chacun espère trouver une place. Bien, en tout cas c'est bien, chacun qui a pris son magasin, on est tranquille. Pour les premiers commerçants à s'installer dans ce marché, les débuts étaient difficiles. Mais aujourd'hui, ils s'estiment heureux. Il y a gardien d'un nouveau marché là. Même hier, je suis resté ici pour tâcher mes délos. Il m'accompagne dans la maison. L'autre côté là, quand il pleuvait là, il y avait des boues, poto. Mais ici là, il pleut même là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pleut. Chaque matin on vient, on paye ticket, on paye les places. Donc les places et puis ticket là, ça nous fait 5500 dans le mois. Donc c'est bien. Le nouveau marché de Kong s'inscrit dans la vision de modernisation du conseil municipal soutenu par le vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Il vise à améliorer l'organisation urbaine, l'hygiène et la fluidité de la circulation au bord du site. Kong a amorcé un développement réel sous l'égide du vice-premier ministre, M. Téné Birahima Ouattara. Et donc nous sommes dans ces sillons. Et dans ce cadre-là, l'ancien marché qui était un marché exigu, qui ne répondait plus aux normes, aux standards des marchés, avec tous les risques qu'il y avait autour. Et donc nous avons jugé urgent de délocaliser sur un nouveau site où nous avons construit le nouveau marché. Ce nouveau marché présente des caractéristiques des marchés modernes pour les populations, mais aussi pour l'attrait de la ville de Kong. Selon le maire Abdraman Tiemoko Berté, le site de l'ancien marché ne disparaîtra pas. Il sera transformé et remis au goût du temps pour répondre à d'autres besoins. Nous avons sur le site de l'ancien marché envisagé l'érection d'une plateforme et d'une infrastructure qui va permettre des manifestations, de réjouissances, des manifestations pour accueillir de hautes personnalités. Et donc cette place qui sera une place mythique au niveau de Kong. Entre défis logistiques et perspectives de croissance, le nouveau marché de Kong marque une nouvelle page dans l'économie locale. L'enjeu est désormais de taille. Concilier développement urbain
et le bien-être des acteurs économiques. Dans l'élan de modernisation de la commune, plusieurs infrastructures sont en cours de réalisation, notamment l'hôpital général. Kong, la cité historique et d'avenir, veille sur le bien-être de ses habitants. Les élus et cadres locaux y travaillent. Cap à présent sur l'indénié Duablin à la découverte d'une de ces femmes vaillantes. Son nom, Salimata Diakité, elle est propriétaire de plusieurs fermes piscicoles. Son sérieux, son engagement pour l'élevage des poissons lui a valu le soutien de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et pour vous, Herman Amien l'a rencontrée. Regardez. Au cœur de ce paysage verdoyant, des bassins d'eau s'étendent à perte de vue. Ici, les poissons grandissent dans un environnement soigneusement contrôlé. Bienvenue dans la ferme piscicole de Salimata Diakité. Il y a quelques années encore, rien ne prédestinait cette mère de famille à se lancer dans l'élevage de poissons. Mais portée par une volonté de s'en sortir et de contribuer à la sécurité alimentaire, elle décide de tenter l'aventure. Ce secteur, c'était vraiment une passion pour moi. Et puis que j'ai appris qu'il y a mon beau qui faisait ce travail-là, donc je suis allé vers lui et puis ça m'a encore plus motivé. Donc c'est gravé dans ma tête. Donc quand j'ai eu un peu de fonds et puis bon, je me suis lancé dedans. C'est alors qu'elle bénéficie d'un appui dans le cadre d'un projet de développement de la pisciculture destiné aux populations ivoiriennes. Une aide précieuse qui lui permet d'acquérir des compétences techniques, du matériel et un accompagnement adapté. La FAO, dans sa mission de contribuer au développement durable du tilapia en Côte d'Ivoire, met en œuvre le projet Fish for ACP. Dans le cadre de ce projet, elle a sélectionné 10 fermes piscicoles pour être accompagnées, pour servir de fermes démonstratives de production de tilapia. Donc notre rôle, c'est d'aider les fermes piscicoles à améliorer leur production à travers la mise en œuvre de bonnes pratiques. Et donc ces bonnes pratiques commencent par l'amélioration des infrastructures de production. Donc nous les avons accompagnés dans la réhabilitation des étangs piscicoles. Après donc les aménagements, nous sommes passés à la phase de production qui commence par l'alevinage. Grâce à ces formations, Salimata Diakité apprend à gérer ses étangs, à nourrir correctement les poissons et à optimiser la production. Quand tu empoissonnes un étang, si c'est bien suivi et que tu n'as pas de problème d'aliments, à partir de 5 mois même, tu peux les commercialiser. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous, on dit 6 mois. Aujourd'hui, le pari est réussi. La production a considérablement augmenté et les poissons de Salimata Diakité sont vendus sur les marchés locaux. Son activité génère désormais des revenus stables et crée même des emplois dans sa communauté. Moi, j'ai une cliente à Abidjan qui prend par tonne. Bon, demain même, je dois aller prendre pour un de mes collaborateurs pour l'envoyer. Elle a demandé 2 tonnes de poissons. Donc, je sais qu'avec elle, vraiment, aujourd'hui, je peux produire sans crainte. Parce que je sais qu'il y a une opportunité d'évacuation de la chose. Actuellement, j'ai un jeune que quand je fais la ration journalière, j'essaie d'attacher ça par ration. Matin, midi, soir, je le laisse, donc il le nourrit correctement. Mais quand il s'agit du nettoyage des digues, donc j'embauche encore d'autres personnes pour s'ajouter à lui pour pouvoir nettoyer les digues, parce qu'il faut que les digues soient toujours propres. Au-delà de sa réussite personnelle, Salimata Diakité est devenue un modèle pour de nombreuses femmes. Elle prouve qu'avec de la détermination et un accompagnement adéquat, il est possible de bâtir un projet durable. Moi-même, je suis jeune, je suis diplômée, c'est vrai, mais je me suis mise à la pisciculture et je suis dedans, ça fait maintenant 10 ans. Et on essaie d'avancer avec. Donc c'est pour encourager tous les jeunes, surtout les jeunes femmes, que tu aies un diplôme ou pas. La pisciculture, c'est un métier d'avenir. Je t'invite à y venir et on va avoir la relève au niveau de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Mais derrière cette réussite relative, des difficultés persistent. Le manque de moyens de transport adaptés, comme des camions frigorifiques, pour livrer dans de bonnes conditions. Et surtout, le coût élevé des aliments des poissons. Donc, notre difficulté en général, c'est l'aliment surtout. Parce que l'aliment seul représente près de 80% des charges de l'élevage. Maintenant, pour avoir des aliments de bonne qualité à moins de coût, c'est un peu difficile. Maintenant, nous, notre souhait, c'est qu'on puisse subventionner les aliments
pour que les pisciculteurs puissent produire des poissons de bonne taille à moins de coût. La Côte d'Ivoire importe chaque année plus de 550 000 tonnes de poissons selon des chiffres récents du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ces importations, qui représentent environ 85% de la consommation nationale, coûtent près de 700 milliards de francs CFA pour couvrir le déficit de la production locale face à une forte demande. Les pisciculteurs ivoiriens se disent prêts à contribuer à la réduction des importations de poissons s'ils bénéficient d'une subvention de l'État. Vous savez, la Côte d'Ivoire regorge de plusieurs, si on veut compter les bas-fonds, les terres arabes en Côte d'Ivoire, ici, il y en a en foison. Maintenant, c'est seulement les moyens. En ce moment, moi-même, j'ai eu à sillonner un peu la région de l'Est ici. Et tous les pisciculteurs, sur notre liste, on avait près de 200 et quelques pisciculteurs dans notre coopérative. Mais il y a certains qui ont abandonné pour faire la riziculture, c'est-à-dire les bas-fonds qui sont transformés par manque de moyens. Donc, si tous ceux-là sont appuyés, que toutes ces installations qu'ils ont utilisées pour faire la riziculture, s'ils veulent faire de la pisciculture avec, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'autosuffire en produits halieutiques en Côte d'Ivoire, surtout en poisson. L'aquaculture apparaît aujourd'hui comme un levier stratégique, non seulement pour réduire les importations, mais aussi pour créer des emplois et assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Dernière escale de ce journal des régions, l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Trocpadro, dans le Guémont. La lutte traditionnelle continue d'être une attraction. Les anciens champions et la jeune génération se retrouvent autour de ce sport ancestral. Mais une question demeure à l'ère de la modernisation des sports. Comment préserver donc l'authenticité de la lutte traditionnelle? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant, Christ-Ephraim Diomandé. Le torse nu, les muscles bandés, ces deux jeunes s'agrippent l'un à l'autre, puis, dans un choc brutal, ils se projettent au sol sous les acclamations du public. C'est une partie de lutte traditionnelle. La scène se déroule à Trocpadro, dans la sous-préfecture de Nidro, département de Kuébli. Ce secret de lutte là, moi souvent je leur dis que c'est le pied. C'est sur le pied là, ton adversaire s'arrête. Prend son pied et puis il est en bas. Et c'est le secret qu'on leur donne. Mais ce n'est pas public. Franchement, j'aime beaucoup. Les jeux de lutte là, bon, c'est des trucs qu'on voit à la télé, surtout sur le côté sénégalais. Mais chez nous ici, c'est un peu différent de Sénégalais, c'est sur la terre ferme. Donc souvent ça me plaît. Souvent même moi-même il vient, il veut faire, mais bon, comme c'est un peu tout là, donc sinon c'est franchement dit c'est un jeu qui m'attire beaucoup quoi. Ici, à Trocpadro, les parties de lutte sont organisées par ce groupe d'amis, tous des anciens pratiquants, pour remettre au goût du jour la lutte traditionnelle. Parmi eux, le champion de la région du Guémont des années 70, Jérémy Guéhi, encadre lui-même la jeunesse. Dans une semaine d'abord, ils ne mangent pas piment. Laisse ça faire du piment parce que piment, quand ils vont manger là, ça joue avec le cœur. D'abord, quand c'est le jour qui reste, c'est à partir de là qu'ils vont se préparer. Et les kaolins qu'ils sont en train de porter, c'est les kaolins qui viennent de nos anciennes. Ceux-là, kaolins là, ça les fait qu'ils sont lourds pour les soulever là. En tout cas, il faut être dur. Il faut être dur. Et c'est ces kaolins-là qu'ils sont en train de porter que vous voyez avec eux là. Ne pratique ce sport qui veut. À Trocpadro, la lutte se vit et se transmet. C'est des enfants que je suis en train de motiver pour qu'ils puissent devenir comme moi. Votre arrivée d'aujourd'hui me plaît beaucoup et je vous demande aussi pour que vous allez nous aider pour que notre lutte de Trocpadro soit quand même développée. Un pays où la lutte c'est au rythme du tambour entre réjouissance et spiritualité. Le tambour que les gens tapent, c'est le tambour qui appelle. C'est le tambour qui t'excite à te préparer pour aller affronter un individu que tu ne connais pas. On n'appelle pas. Viens, tu vas aller lutter. Non, c'est le tambour. Quand tu entends ce tambour-là, c'est la tradition. Chez nous, c'est la tradition. Quand tu entends ce tambour, ça veut dire que
Bon, le mot, quand je vais vous donner, ce serait plus grave. C'est comme la guerre. On tombe, boum, 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 viens à la guerre. Les lutteurs peuvent se badigeonner de substances, marcher des écorces, des tiges ou des feuilles d'arbres. Une chanson qu'on donne, ça a une signification. Par exemple, tout à l'heure, je pense qu'il y avait au moins un petit groupe, j'ai dit bien un petit groupe, et qui sera agrandi tout à l'heure. Mais ce petit groupe dit quoi? La lutte là, on n'appelle pas. C'est le tambour qui nous appelle, qui nous rassemble. Concrètement, la partie se joue dans un esprit de non-agression, ainsi que symbolisé par les feuilles de palme qui délimitent l'air du jeu. Le rameau de bonheur, à chaque lutte, il faut qu'on attache pour que les spectateurs qui vont venir, ils vont savoir que la lutte est continue toujours. Autre partie prenante de la lutte, les arbitres. Ce sont les gardiens des règles faites de discipline et de fair play dans ce jeu où prédomine la technicité. Le but, cultiver dans la convivialité, la tolérance, l'effort et la bravoure. Celui qui a le dos par terre a été lutté. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas toucher le sol. Et c'est comme ça, maintenant il n'y a pas de coup de poing, non. Mais seulement qu'il faut chercher à lutter ton adversaire. Avec l'encadrement des anciens, la lutte passe pour le sport roi et continue de distraire, de forger et de fédérer les esprits à trop dans la sous-préfecture de Nitro, région du Guémon. Et avant de refermer ce journal, retenez que les activités de l'antenne régionale de la délégation régionale du Conseil Café Cacao de Gagnoa ont été lancées officiellement mardi dernier. Selon la déléguée régionale Mian Myriam, cette plateforme vise à centraliser les informations et mutualiser les actions pour plus d'efficacité sur le terrain. À travers donc cette initiative, le Conseil Café Cacao entend rapprocher les partenaires techniques et financiers, les acteurs du monde rural ainsi que les coopératives pour améliorer les performances en matière d'agroforesterie. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que nous sommes en direct de Boaké. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont permis donc de la réaliser. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent dimanche de Pâques.